directeur de l'hôpital de Fann a pris sur lui la lourde responsabilité, et très grave responsabilité, de décréter unilatéralement, effectivement, que Oumar Wade n'était jamais entré dans le coma et que l'heure était venue qu'il sorte de l'hôpital. Il s'était adressé à un de vos collègues, chaîne en ligne. Nous avons été surpris d'ailleurs qu'il ne l'ait pas fait sur les zones de la RTS, qui est là pour ça, la télévision nationale. Mais en réalité, il ne pouvait pas le faire parce que cette communication d'influence qu'avait organisée le docteur Cheikh Diop, je crois, Cheikh Tako Diop, qui se trouve être le directeur de l'hôpital de Fann, qui était loin de l'équipe soignante, participait d'une stratégie qui consistait pratiquement dans des représailles, ce dont il se défend, mais il était dans une logique de représailles. Parce que ce qui ne lui a pas fait plaisir, c'est que la famille a eu, nous sommes à l'ère d'Internet, de l'information, a donné des informations concernant le cas du frère qui était dans l'attente d'une évacuation en France, qui souffrait énormément, sans s'en rendre compte, parce qu'il était dans le coma. Et eux, la famille, ce qui les offusquait, c'était qu'à 2 reprises, ils avaient été obligés de sortir leur frère pour aller subir un scanner à l'extérieur de l'hôpital. Et les 2 fois, c'est à bord d'une ambulance de l'hôpital. Et les 2 fois, il était plongé dans le sommeil. Vous imaginez, c'est normal que des parents puissent vraiment porter cela à l'attention de l'opinion. Et c'est ce qui a fait mal au docteur Cheikh Diop. Il a voulu, en réaction, organiser une sorte de campagne médiatique pour montrer que c'est pas vrai. C'est vrai parce que nous, mais le reçu, j'ai au moins un reçu de la structure appelée BIPA, qui est attenante à l'hôpital Abass Ndao, qui fait des scanners et qui confirme effectivement que Oumar Wade est venu subir un scanner là-bas et le reçu est là, de paiement et tout de la somme. C'est clair et net, ça ne se discute pas. Et c'était en date du 20 septembre. Voilà. Le docteur nous dit non, ici on a eu un scanner flambant neuf de marque Hitachi 64 barrettes. Nous avons un autre scanner. D'ailleurs, le malade a subi un scanner ici. On ne le nie pas, il a subi un scanner ici. Mais au moment où son état nécessitait la prise qu'il subisse d'autres scanners, on l'a sorti. La preuve est faite par ce document. La preuve est faite également par le fait que tous les malades qui étaient dans le même cas, dans le même temps, sont sortis, qui à pied, qui à bord d'un taxi, qui à bord d'une ambulance pour aller subir des scanners. Ce n'est pas le seul cas de M. Wade. Et c'est une pratique récurrente qu'il faut dénoncer. Parce que la loi interdit à tout médecin de communiquer des informations à une tierce personne concernant un patient, même à sa propre famille. Dans ce cas précis, il y a un contrat entre le malade et le docteur. Dans le cas de Oumar Wade, lui, il n'a pas choisi intitut personnel son médecin parce qu'il était en état d'inconscience, mais sa famille a choisi un médecin. Donc s'il y a des informations à communiquer, c'est à la famille qu'on les communique. Mais le médecin est tenu par le secret médical, le secret professionnel. Et ça, c'est l'article 363 du Code pénal, mais qui assortit ça d'une peine de prison, d'emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une peine d'amende de 50 000 à 300 000 francs CFA. Mais sur l'insistance de la famille, surtout de son avocat français, de l'état-major français, l'ambassadeur de France au Sénégal, il faut aussi lui rendre hommage, s'est investi dans cette affaire. Avec ses propres médecins, ils sont venus au chevet du malade, nantis des documents les plus récents, dont un signé par le chef de service qui recommandait, je vous permettrai de lire rapidement ces lignes, son état clinique, ça c'est signé 3 jours avant le bon de sortie,
Son état clinique requiert une surveillance neurologique étroite du fait des risques d'aggravation, etc. Bon, ça c'est le certificat médical, excusez-moi. Donc le professeur, non, ça c'est le médecin traitant du service du professeur Badiane. Il dit avant sa sortie, parce que voici le bon de sortie qui est établi le 11, jeudi dernier, le 11 octobre. Voici le bulletin de sortie. Mais à la date du 9, c'est pas daté, mais la famille se souvient qu'ils ont reçu ce papier 2 jours avant sa sortie. Parce qu'entre-temps, le directeur de l'hôpital avait émis, il y a même une rature à la date, il avait émis, c'était le 3e bon de sortie. Et ça faisait scandale qu'ils prennent cette décision unilatérale de sortir un malade comme ça. Bref, on l'a sorti et il est dans une autre clinique dans les parages en attendant, parce qu'il n'est pas en mesure d'aller chez lui. Mais voilà ce que recommande le médecin traitant. Il dit, compte tenu de son état actuel, donc avant sa sortie, il serait bénéfique pour le patient qu'il puisse bénéficier d'une poursuite de la prise en charge dans un service de moyen séjour où il pourrait bénéficier de soins réhabilitationnels appropriés non disponibles à Dakar. Vous n'avez pas besoin d'explication. Et c'est ce document qui a été remis à l'ambassade de France. Et sur la base de ce document, les gens sont venus pour vérifier effectivement auprès du chef de clinique, la dénommée Maguette, une jeune dame. Les officiels français se sont présentés. Et voilà, ils sont tombés sur une jeune dame qui s'appelle Maguette. Il s'est présenté à eux comme le chef de clinique, je crois, de la neurologie. D'ailleurs, semble-t-il, c'est même étonné de l'étonnement des Français qui l'a trouvé tellement jeune. Il leur dit, oui, mais pourtant c'est moi, je suis le responsable, c'est moi la responsable. En fait, oui, nous sommes venus parce que c'est pour le cas du jeune Omar Watt. Il y a beaucoup de pression et on nous a dit son état nécessité son transfert en France. Nous sommes de l'ambassade de France, nous sommes dépêchés à cet effet pour formaliser cette démarche. Et vous savez, il nous faut donc discuter avec vous. Il dit oui, c'est ça, c'est bien, mais vraiment, c'est parce que vous êtes français, sinon il n'a pas besoin d'être évacué. Ils savent que la famille sait qu'ils ont maille à partir avec des éléments français. C'est pourquoi ils en profitent. Croyez-moi, moi je suis sénégalaise. Je suis dans ce service. Tous les jours que Dieu fait, on nous apporte des patients sénégalais qui sont dans le même cas ou dans des cas pires, qui subissent des blessures, des agressions du fait d'autres Sénégalais, et on les soigne ici. Et c'est ici qu'ils guérissent et qu'ils rentrent chez eux. Donc croyez-moi, son état ne nécessite pas d'être transféré en France. Ça, c'est typiquement sénégalais, hein, vous savez. Je dirais même que c'est typiquement africain. Ça participe de l'anthropologie. Nous sommes comme ça. Si une personne n'a pas d'estime de soi, si la méchanceté doit être le guide de toutes les actions, des pensées minimales, c'est normal, hein, ça tient, c'est diabolique, mais c'est comme ça. Hein. C'est exactement la réaction qu'elle a eue, en oubliant que l'épouse, Watt a 2 épouses qui se relaient à son chevet. Une des épouses de Watt était assise. Et même le malade qui était son voisin de chambre était témoin. Il l'a dit froidement comme ça. Les Français, effectivement, dans des cas pareils, ils sont totalement tétanisés. Mais ils étaient venus chercher un avis technique, donc ils repartent. Et c'est à partir de ce moment que je me dis que peut-être ils ne sont pas au même niveau d'information. Parce que quand le médecin traitant insiste sur la nécessité de transférer ce garçon auprès d'un service qui peut lui donner des soins réhabilitationnels qui ne sont pas disponibles à Dakar, dans le même temps, le chef de clinique, la jeune dame, dit qu'il n'a pas besoin de transfèrement. C'est peut-être parce qu'ils savent qu'à ce moment, la famille n'avait pas reçu ce document. Lui, il a subi essentiellement des blessures à la tête, au crâne. Il est tombé. On s'est acharné sur cette partie. Donc son problème, c'est la tête. Heureusement, il n'a pas eu d'autres contusions ou d'autres hématomes ou quoi que ce soit. C'est sur la face. Je ne peux pas en dire plus parce que
c'est toujours dans le cadre de respect de la dignité humaine, des droits fondamentaux de la personne humaine. Et on peut déplorer beaucoup de choses. Hein. On nous a dit que oui, par exemple, le procureur aurait pu s'autosaisir. Non. La famille elle-même qui a contracté avec le médecin, parce que lui, dans l'état d'inconscience dans lequel il était, n'était pas permis de trouver un médecin, c'est la famille donc qui est le contractant du médecin. Mais le secret bénéficie donc à la famille, sa dignité, mais surtout à la personne. Et donc c'est très difficile quand vous communiquez, ne pas franchir la ligne. J'aurais pu vous donner lecture du certificat médical, du résumé médical, du rapport qui a été fait, mais ce serait déjà transgresser cette frontière que moi je ne voudrais pas qu'on transgresse. Donc je ne peux pas livrer en tant que père, en tant qu'homme, en tant que musulman, en tant qu'avocat, pas livrer les informations concernant le jeune Oumar Watt. Mais je puis vous assurer que si je vous donnais une lecture détaillée, explicative de son certificat médical, du résumé médical, et surtout du document dans lequel on plaide pour son transfèrement, parce que les soins réhabilitationnels dont il a besoin ne sont pas disponibles sur la place médicale de Dakar. Mais vous auriez certes une idée du calvaire que vit cet homme, mais vous auriez également une idée du degré de méchanceté dans lequel des gens qui se disent médecins, hommes de l'art, une femme, donc qui est potentiellement une mère, jusqu'à quel niveau de bassesse et de sadisme ces personnes sont capables d'aller. C'est ça le drame dans cette affaire.